Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir en ligne aujourd'hui pour vous présenter un nouveau webinaire qui sera aujourd'hui consacré aux multiples défis et scénarios qui émergent dès lors que l'on parle de transition énergétique. Nous insisterons aujourd'hui sur la problématique du climat et sur la mise en place d'une production d'énergie décarbonée. Pour animer la présentation et le débat qui vont suivre, Jean-Louis Caffier, journaliste et animateur radio, reçoit 3 membres de l'association Sauvons le Climat, Claude Gendron, Claude Hackett et Jacques Trenet. Je laisserai à Jean-Louis le soin de préciser la spécialité de chacun de nos 3 invités. Les éditions techniques de l'ingénieur vous invitent également à découvrir sur leur site technique-ingénieur.fr les bases documentaires et les formations qui traitent de l'énergie en général et de la transition énergétique en particulier. Jean-Louis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Pierre. Je vais d'abord présenter plus en détail les intervenants. Claude Hackett, donc, qui est ingénieur arts et métiers et génie atomique, a beaucoup travaillé pour Areva, vous êtes un spécialiste des réacteurs à neutrons rapides. Jacques Trenet, qui est donc physicien, théoricien, ex-Paris-6 aujourd'hui à Sciences Po pour l'humanité, l'énergie et le climat, ou le climat et l'énergie plus exactement. Je voudrais vous présenter également Claude Gendron, voilà, ingénieur centralien, beaucoup travaillé pour EDF, pour l'exploitation d'un système électrique notamment. Vous avez été directeur de la centrale nucléaire de Nogent. Alors bien sûr, comme on le disait, vous êtes tous les 3 membres de Sauvons le Climat, c'est important de le signaler. Et voilà, on me dit de parler un petit peu plus fort, donc je vais essayer de crier vers le petit micro qui est là-bas. Donc l'idée, c'est que la transition énergétique va bien évidemment, dans le cadre ici de ces rencontres, faire l'objet de nombreux débats avec de nombreux invités représentant différentes tendances du grand sujet qu'est l'énergie au XXIe siècle, en liaison avec le climat. L'angle aujourd'hui, je le précise, c'est bien la base du climat, l'urgence de sortir du carbone. Et on abordera évidemment d'autres questions tout à l'heure et dans d'autres débats. En gros, 4 parties. Pourquoi la transition ? Pourquoi faut-il la faire et faut-il la faire rapidement et aujourd'hui? Ensuite, comment on peut l'assurer et quels sont les moyens de la mener à bien? On fera un petit focus sur le scénario allemand qui a donc décidé, vous le savez, de sortir du nucléaire. Qu'est-ce qui se passe depuis et où va l'Allemagne? Et puis la conclusion, on parlera de la transition française dans le contexte européen. Le climat, donc, un peu plus d'une semaine après un nouveau sommet, une nouvelle conférence mondiale catastrophique qui s'est terminée à Doha, je voudrais bien qu'on fasse le point avec vous. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelle est l'évolution qui semble extrêmement rapide depuis la publication du dernier rapport du GIEC? Le prochain, ce sera en 2014. On a l'impression qu'on assiste à une accélération assez incroyable de la situation climatique. Jacques? Oui, alors effectivement, peut-être on peut faire un tout petit rappel sur ce dont il s'agit, c'est-à-dire l'effet de serre. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce qu'on appelle l'effet de serre existe à l'état naturel. Bien sûr. Heureusement. Oui, heureusement, parce que sinon il ferait très très froid à ce moment-là, là où nous sommes, et on serait probablement sous 2 km de glace au-dessus de nous, et la température moyenne de la Terre serait de l'ordre de moins 20 degrés. Là, elle est plutôt de plus 15 degrés, et cette différence qui est notable, c'est à peu près une trentaine de degrés, eh bien c'est dû à l'effet de serre naturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'effet de serre naturel? Ça veut dire qu'il existe dans l'atmosphère actuelle, et depuis longtemps, à l'état de trace, des gaz. Le principal, c'est la vapeur d'eau, ensuite il y a le CO2, le gaz carbonique, et puis ensuite les oxydes nitreux et l'ozone, qui ont cette propriété, bien qu'ils soient présents à l'état de trace, d'absorber une grosse partie, pas totalement, mais une grosse partie du rayonnement émis par la Terre, et ensuite d'émettre eux-mêmes ce rayonnement dans toutes les directions, c'est-à-dire vers la Terre et vers le ciel. Et donc la Terre reçoit non seulement le rayonnement direct qui provient du Soleil, mais elle reçoit aussi ce rayonnement secondaire provenant de l'atmosphère à cause de la présence de ces gaz à effet de serre. Et donc, comme elle reçoit plus que s'il n'y avait que le rayonnement venant du Soleil, eh bien sa température est plus élevée que s'il n'y avait que le Soleil et pas d'atmosphère, et pas surtout ces gaz à effet de serre. Alors, donc, l'effet de serre naturel, c'est 30 degrés comme effet, donc ça rend la vie possible telle que nous la connaissons. Et le problème, c'est que depuis que l'humanité utilise de façon massive, puisque c'est 80% de notre énergie primaire, les énergies fossiles, eh bien, la concentration en gaz à effet de serre augmente, et elle augmente précisément de façon significative parce qu'ils sont là à l'état de trace.
Donc, ce que nous faisons, c'est d'augmenter la quantité de CO2 de façon appréciable. En gros, ça a été 30% d'augmentation par rapport à l'histoire de la Terre, disons récente de la Terre. Le méthane, ça a été multiplié par 3, et puis aussi des évolutions massives pour les autres qui sont moins importants. Alors, pourquoi la vapeur d'eau directement, qui est le principal gaz à effet de serre, nous ne contribuons pas directement à son augmentation? Eh bien, c'est parce qu'il y a déjà énormément de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est l'évaporation des océans. C'est 500 000 km3 de vapeur d'eau qui sont évaporés chaque année. Oui, mais donc c'est le cycle de l'eau. Une hausse des températures. Voilà, alors exactement. L'évaporation augmente. Absolument. Il y a un effet secondaire qui n'est donc pas directement la quantité de vapeur d'eau que nous émettons lors de la combustion des combustibles fossiles dans l'atmosphère, mais c'est l'effet indirect, celui auquel vous faites allusion, c'est-à-dire à cause du CO2, la température augmente. Si la température augmente, l'évaporation du CO2 augmente, et donc la présence de vapeur d'eau, la composition en vapeur d'eau de l'atmosphère augmente aussi. Et comme c'est le principal gaz à effet de serre, vous avez là un effet de rétroaction positive qui augmente, et on ne peut pas comprendre l'évolution globale du climat si on ne tient pas en compte à la fois l'effet du CO2 et l'effet secondaire indirect de la vapeur d'eau, mais qui est absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe. Et ça a aussi un... Alors, donc la question maintenant, c'est, voilà, l'effet de serre naturel, c'est 30 degrés d'augmentation par rapport à ce qui n'était pas présent là, et nous rajoutons de façon significative, chaque année, des effets de serre, et la question c'est, où va-t-on? Et alors là-dessus, vous faisiez allusion au prochain rapport du GIEC. En 2014. Voilà, c'est ça, le précédent c'était 2007. Et tout le monde se focalisait sur, en gros, quoi faire pour ne pas augmenter la température moyenne de la Terre de plus de 2 degrés. Et c'était un peu ça qui a circulé. Plus personne n'y croit aujourd'hui, les 2 degrés. Exactement. Et maintenant, et on va le voir au fil, on commence à le voir, mais on va le voir au fil des semaines et des mois qui viennent, et quand le rapport va sortir, les gens parlent plutôt de quelque chose comme 4 degrés. C'était la base de la Banque mondiale dans cette étude sortie à l'horizon 2060, 4 degrés, voilà. 2060. Pour la Banque mondiale, c'était il y a quelques semaines, juste avant la conférence de Doha. Voilà, exactement. Alors, donc, maintenant, on peut se dire, oui, mais 4 degrés, qu'est-ce que ça représente? La différence entre le jour et la nuit, c'est plus que 4 degrés, entre l'été et l'hiver, c'est plus de 4 degrés, etc. Donc, on peut se dire, c'est pas grand-chose, mais c'est une grosse erreur. Voilà, oui, parce que la différence en termes de température moyenne entre une période glaciaire et une période interglaciaire, c'est 5 degrés. Et 5 degrés, il y a 20 000 ans ou 30 000 ans, 5 degrés d'écart de moins, c'est ici un glacier de 2 km d'épaisseur. Toute l'Europe du Nord est couverte de glace. Donc, à l'inverse, si vous augmentez la température de plusieurs degrés, ça veut dire que cette moyenne, si vous voulez, elle est indicative. Mais ensuite, il faut regarder, région par région, ce qu'implique une moyenne comme ça de quelques degrés. Parce que moins 5, on sait ce que c'est, donc c'est une ère glaciaire, mais plus 4 ou 5, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas de comparaison possible, on n'a que des modélisations. Voilà, mais il y a quand même un certain nombre de points qu'on peut nommer, qui sont absolument clairs, et qui se jouent à des échelles de temps différentes d'ailleurs. On parle beaucoup, par exemple, de la fonte du permafrost, par exemple. Alors, il y a le permafrost, mais plus directement, la fonte des glaces. Voilà, la fonte des glaces continentales. Oui. Alors, ça se joue pas à l'échelle du siècle, c'est plutôt 2-3 siècles, etc. Mais quand même, voilà. Et ça, si le Groenland fond, c'est 7 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Oui. Et si l'Antarctique fond, c'est 70 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Donc vous voyez que... ce n'est plus la même planète. Hein, voilà, c'est plus du tout la même planète. Et c'est surtout plus du tout les mêmes conditions de vie pour l'humanité. Ensuite, donc ça c'est les glaces, et encore une fois, l'évolution est lente, encore qu'elle semble plus rapide que ce que les climatologues avaient écrit noir sur blanc dans le rapport de 2007. Oui. Et le meilleur exemple, c'est la fonte de la banquise d'été en Arctique. Voilà. On annonçait 50-60 ans, là on est à l'échelle de quelques années aujourd'hui. Voilà. Il faut bien voir que ça accélère d'une manière considérable. Alors, cette fonte de la banquise ne produit pas directement une augmentation du niveau de la mer, parce que c'est de la glace qui flotte. Bien sûr. Et les glaçons dans l'eau, quand ils fondent, le niveau ne change pas. Oui. Mais ça a un effet de rétroaction positive aussi, parce que quand il y a de la glace, l'albédo, ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire la capacité de refléter
de renvoyer vers l'atmosphère le rayonnement solaire est énorme. Oui, Là, c'est 90%. Si ça fond, c'est remplacé par de l'eau de mer, et l'eau de mer est au contraire très absorbante. Son albédo est de 10 ou 20%. Donc ça contribue, c'est un effet accélérateur, et ce qui fait que quand on regarde les modélisations climatiques, l'augmentation de la température est beaucoup plus élevée que la température moyenne de 4 degrés dont on parlait tout à l'heure. C'est plutôt 7, 8, 9 degrés aux hautes latitudes. Et donc, il y a toute une cascade ensuite d'effets qu'il faut regarder les uns après les autres. Des zones arides qui deviennent désertiques, des zones tempérées qui deviennent arides, la fonte du permafrost, avec alors un enjeu énorme là-dedans, parce que le permafrost, ça emprisonne ce qu'on appelle des hydrates de méthane, des clatrates, voilà, qui sont en quantité énorme, à la fois sur les bords des plaques continentales et puis dans le permafrost. Et il y en a beaucoup dans les océans aussi. Hein. Voilà, c'est ça, il y en a beaucoup dans les océans. Et si on libère ça, libération, oui. Alors là, c'est autrement plus grave parce que, oui, alors pourquoi? Parce que le méthane est beaucoup plus efficace comme gaz à effet de serre, beaucoup plus puissant, c'est 20 ou 30 fois plus puissant que le CO2, voilà. Même s'il a une durée de vie dans l'atmosphère qui est beaucoup plus courte, mais pendant les 20 premières années, c'est quand même un facteur 20 ou 30 comme ça Et donc là, un des enjeux aussi des modèles climatiques, c'est de voir s'il y a des seuils dans l'évolution du climat. C'est pas nécessairement juste proportionnel où j'augmente la cause et l'effet est augmenté. Il peut y avoir des seuils avec des irréversibilités, des choses comme ça. Et donc ça, je pense qu'il y aura une section là-dessus qui sera beaucoup plus développée dans le prochain rapport du GIEC que dans les précédents. Alors, on est quand même assez sidéré globalement par ces chiffres et par les conséquences. Hein. Vous parliez de la progression des déserts, de la libération du méthane et d'autres conséquences qui vont toucher évidemment des dizaines, des centaines de millions de personnes en cas d'augmentation de la mer, par exemple en Camargue, mais aussi au Bangladesh où il y a un petit peu plus de monde. Donc on est face quand même à des défis qui sont colossaux et on l'évoquait tout à l'heure, je veux avoir votre point de vue à tous. On sort d'une conférence à Doha qui a abouti à rien, une fois de plus. Comment se fait-il que les dirigeants de ce monde, face à ces perspectives qui sont maintenant clairement décrites et clairement modélisées, pourquoi ça ne bouge pas toujours? Claude Hackett. Je crois que nos hommes politiques raisonnent évidemment sur quelques années, que sur quelques années. Donc, qu'on leur annonce des catastrophes dans 50 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans, ce n'est pas du tout à leur échelle. Ensuite, malgré tout, pour changer, il faut quand même mettre de l'argent, on dira peut-être tout à l'heure. Oui, absolument. Oui. Et crise générale, économique générale, font que tout est retardé pour faire des actions significatives. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un faux calcul? Parce qu'on se dit, oh là là, ça va se passer dans 50 ans, dans 100 ans. On n'a pas quand même l'impression, que ça se rapproche, et que le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé dans quelques années que maintenant. Il faut justement croire à ces prévisions sur le coût de l'inaction. Il y a eu des rapports là-dessus qui disent en effet ça va coûter 5-10 fois plus cher, il vaut mieux faire tout de suite. À la limite, on place maintenant, mais ça c'est vrai aussi pour les économies de chacun, à la limite, chaque ménage, on parlera tout à l'heure, des économies d'énergie, mais ça se situe mais encore à une autre échelle au niveau des États. Donc, mais est-ce qu'on fait des économies là pendant 3-4 ans et on aura le retour dans 30, 40, 50 ans? C'est là qu'est le problème des hommes politiques et aussi de chaque ménage. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement mis à l'échelle de chacun, ou de l'entreprise ou du ménage. Vous citiez les économistes, il y a Nicolas Stern évidemment qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme, mais on en a d'autres en France bien évidemment. Claude Gendron, on n'arrive pas à bien compter aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, puis on a bien vu face à l'urgence climatique, la solution elle est très claire, mais elle n'est pas simple à mettre en œuvre, c'est se passer de tous les combustibles fossiles. Bon. Il y a d'énormes enjeux aujourd'hui sur la planète autour des combustibles fossiles, puisque le charbon et le pétrole restent quand même les énergies les plus utilisées dans le monde, et puis le gaz qui augmente de plus en plus maintenant. Donc on comprend bien que face à cette urgence, ça freine un petit peu du côté de tous ces lobbies pétroliers, on va le dire comme on le pense,
Face aussi à la difficulté de mobiliser des sommes d'argent considérables pour arriver à inverser la tendance. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre à nos dirigeants, qui évidemment vont se trouver petit à petit devant un mur, mais le mur, il n'est pas encore pour demain. Donc, c'est ça qu'il faut faire prendre conscience, c'est dire on y va tout droit. Et c'est dès maintenant qu'il faut réagir, parce que c'est maintenant que ça peut coûter le moins cher, même si les sommes à mettre en œuvre sont considérables. Si on attend 20 ou 30 ans, alors là, les sommes seront gigantesques. Alors, un petit point, les questions commencent à arriver, hein, bien sûr, donc on les prendra dans l'ordre tout à l'heure. Là, on en a une par exemple sur les renouvelables, on évoquera cette question dans une deuxième partie. Programmer la sortie du fossile, le scénario négatep, hein, donc je ne sais pas s'il faut dire en opposition ou en comparaison au scénario négawatt qu'on connaît aussi. Qu'est-ce que c'est ce scénario négatep, Claude Hackett? Il n'y a pas d'opposition, il y a différents scénarios qui sont présentés. D'accord. Alors en fait, le scénario négatep a été présenté lors pas sous ce nom-là, il s'appelait « Sortir des fossiles ». Vous voyez, c'était un peu une provocation déjà à l'époque. Donc sortir des fossiles a été présenté lors du débat national sur les énergies en 2003-2004. Donc juste pour préciser, hein, pour ceux qui ne savent pas, TEP, pour tonne équivalent. Méga, donc, non, TEP, alors TEP, évidemment, c'est tonne équivalent pétrole, donc dire tonne, c'est-à-dire on a l'habitude de compter plus simplement tout ce qui est les combustibles fossiles en équivalent pétrole. Bon, par exemple, si c'est du charbon, ben, il faut 1,5 tonne de charbon pour faire l'équivalent d'une tonne de pétrole. Donc on a l'habitude de ramener ça à la tonne de pétrole. Même si on peut penser que dans les 20 ou 30 ans à venir, on va peut-être revenir à la tonne équivalent charbon, qui était un peu la référence il y a encore 40 ans. Oui, enfin, le charbon revient sur le marché. En France, on n'a pas trop l'impression que c'est encore là, parce qu'on n'en a plus, mais dans d'autres pays, et la Chine notamment, il y en a énormément. Donc, débat national sur énergie en 2003-2004, et finalement, est-ce que c'est Raffarin qui le premier a dit de façon un peu officielle le facteur 4? Moi j'ai l'impression quand même que c'est l'homme politique qui a lancé le premier, et après maintenant ça s'est étendu au niveau de l'Europe, tout le monde parle du facteur 4, et donc pourquoi facteur 4? Parce qu'il faut diviser par 2 nos rejets de gaz carbonique tels qu'ils viennent d'être expliqués. Au niveau mondial, alors, par 2, et donc par 4 au niveau mondial. Donc comme on ne va pas demander à ceux qui ne consomment presque rien de diviser par 2, donc il faut bien que ce soit ceux qui actuellement rejettent le plus, qui divisent par plus que 2, donc on arrive à par 4. Bon, alors ce 4, dans les pays développés, voilà. Ce 4 est un raccourci, en fait, pays développés, parce qu'il faut bien voir, c'est qu'au sein des pays développés, il y a des grandes différences. Bon, bien sûr, on pourra peut-être en parler entre la France et l'Allemagne. Si au niveau de l'Europe, on dit c'est 4... au niveau de l'Europe en moyenne, ça devrait plutôt être 3 au niveau de la France, et de l'ordre de 5,5 à 6 au niveau de l'Allemagne. Enfin bon, on a l'habitude de dire tout le monde, il faut diviser par 4. Bon, donc sur cette base, comment diviser par 4 nos rejets de gaz carbonique? Donc diviser par 4 l'utilisation des combustibles fossiles. Bon, voilà. En France, les combustibles fossiles, c'est à peu près la moitié au niveau de ce qu'on appelle la production primaire. Hein. Oui. Production primaire, c'est sensiblement la moitié. Au niveau mondial, c'est plus de 80%, comme ça a été dit tout à l'heure. Au niveau de l'Allemagne, c'est de l'ordre de 80%. Alors, c'est intéressant de comparer la France et l'Allemagne, parce que c'est difficile de comparer la France et l'ensemble du monde. France-Allemagne, deux pays, population pas très éloignée. Et on consacrera une partie spéciale, voilà, donc, de débat sur cette question et cette comparaison. Donc France, c'est 50% au niveau monde, et beaucoup de pays. Bon, alors la France est quand même déjà, limite, un exemple. On pourrait dire c'est le bon élève. Alors, bien sûr, le bon élève, pourquoi? Parce qu'en effet, l'essentiel de la production d'électricité se fait sans passer par le carbone. C'est lié à la fois au nucléaire et à l'hydraulique. 10% pour l'hydraulique et 80 et quelques pour le nucléaire. Donc la France, c'est une piste. Faut-il s'éloigner de cette piste? Faut-il au contraire persévérer dans cette piste? Bon, d'où le scénario. Vous, votre réponse, elle est presque dans la question, c'est qu'il faut persévérer, c'est ça. Alors, voilà. Alors, donc, de toute façon, que ce soit scénario négawatt, la première chose qu'on fait, c'est on fait ce qu'on appelle, on fait dans la continuité, c'est-à-dire, s'il ne se passe rien, jusqu'où va-t-on? Où va-t-on au point de vue énergie? Il est clair que tout le monde ne souhaite qu'une chose, et on voit ça, c'est que le PIB augmente. On a l'impression que, évidemment, on est dans une période un peu difficile où le PIB n'augmente pas, et tout le monde espère que le PIB va à nouveau augmenter. On espère 1 ou 2% par an.
Qui dit PIB, dit jusque-là qu'il y a clairement une liaison très nette entre le PIB et la consommation d'énergie et du coup les rejets de gaz carbonique. Et il y a entre deux, il y a heureusement ce qu'on appelle une certaine élasticité. Pour les pays en développement, c'est pratiquement, c'est-à-dire si j'augmente de 10% mon PIB, j'augmente de 10% ma consommation d'énergie. Parfois, c'est même plus que ça. Oui. Au niveau des pays, on va dire, développés, en général, il y a un facteur, il y a ce qu'on appelle entre deux l'efficacité énergétique. Donc, le PIB augmente, j'augmente pas d'autant ma consommation d'énergie. Donc, si je touche à rien dans la répartition, j'augmente pas d'autant mes combustibles fossiles. Mais pour le moment, on a vu que les deux courbes étaient absolument parallèles entre la croissance, si on veut, et l'augmentation de la consommation d'énergie. À peu près parallèles. Est-ce que ça peut changer? Est-ce qu'on peut avoir une croissance avec moins d'énergie? Voilà, alors donc la première étape, justement par rapport à ce scénario qu'on appelle de référence, ou dans la continuité, c'est déjà les économies d'énergie. Alors on va y venir dans un instant. La première étape, économie d'énergie. Alors, économie d'énergie, jusqu'où peut-on aller? Et c'est peut-être là, si on simplifie, une des grandes différences de base au départ entre des scénarios un peu extrêmes, je dis extrêmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios qui font proposer une augmentation du nucléaire d'un côté, et de l'autre côté, le scénario mégawatt qui propose l'arrêt du nucléaire. Un peu le programme allemand aussi, c'est l'arrêt du nucléaire. Donc, entre ces deux extrêmes, finalement, la façon de faire pour sortir du nucléaire, il faut évidemment considérablement baisser la consommation énergétique, donc faire des économies d'énergie, et on peut simplifier, disons, par habitant, parce qu'il faut ramener ça aussi par habitant. Pour Négatep, c'est de l'ordre de 25% d'économie d'énergie par habitant, parce que la France, la population va augmenter si on raisonne en 2050. Pour mégawatt, c'est plutôt de l'ordre de 70%. D'accord. Et donc, le premier pari est là. Peut-on faire par habitant? Négatep prévoit déjà un gros programme d'économie d'énergie. On verra après là où agir. Donc, c'est la première étape. Par contre, la deuxième étape, c'est malgré tout, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut donc développer d'autres sources d'énergie non carbonées. Ça va des renouvelables au nucléaire. D'accord. Alors, merci. On va rentrer dans le débat sur ces questions-là. À votre avis, la sortie du carbone telle qu'elle est décrite ou souhaitée ici à l'horizon 2050, est-ce qu'elle est vraiment possible à ce point-là? Votre réponse? Oui, alors, c'est une très bonne question, évidemment. Elle est centrale. Et pour l'éclairer, alors, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, parce que Négatep et Négawatt, c'est plutôt à l'échelle de la France. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, il y a un problème d'équité dans cette affaire, parce que les émissions de CO2 sont extrêmement différentes suivant les pays. Par exemple, si on regarde en Europe, je veux dire. En Europe, le meilleur élève, c'est la Suède. En CO2 équivalent, parce qu'il n'y a pas que le CO2, il y a le méthane, donc on ramène tout à des CO2 équivalents. La Suède, c'est aux alentours de 6-7 tonnes par habitant d'émissions par an. Alors c'est un cas particulier parce qu'il y a beaucoup d'hydraulique aussi, je crois que c'est à 100% hydraulique. Non, c'est la Norvège. Norvège et 98%. C'est la même région. Et la Suède, c'est mi-nucléaire, mi-hydraulique, et donc ça n'est pas... Mais il y a quand même du CO2 à cause des transports, et que voilà, on ne sait pas, pour le moment, toutes les voitures roulent au pétrole, à l'essence. Mais si vous regardez l'Allemagne, donc c'est plutôt 12, la France est aux alentours de 9, tout compris, c'est-à-dire pas seulement le secteur de l'électricité, bien sûr, mais tout compris. Et puis si vous regardez les États-Unis, c'est plutôt 22, et le champion du monde, c'est le Qatar, c'est 54. Voilà, 54 tonnes de CO2 par habitant. Alors il n'y a pas beaucoup d'habitants, donc ça ne fait pas quelque chose de massif, mais bon. Et alors, ensuite, dans les négociations internationales, ça c'est une question qui achoppe, parce que maintenant, par exemple, la Chine est passée devant les États-Unis en termes d'émissions globales. Oui, c'est ça. Mais si on ramène par habitant, évidemment, ça ne va pas. C'est quand même les États-Unis qui gagnent très largement. Loin derrière. Elle est loin derrière, mais surtout, alors là, il faut tenir compte du fait qu'on ne peut pas raisonner sur les différents pays comme s'ils étaient homogènes. Il y a des pays qui sont homogènes, mais un pays comme la Chine n'est pas du tout homogène. Il y a peut-être 200 millions ou 300 millions de gens qui vivent maintenant
selon des standards occidentaux, disons les pays de l'OCDE, mais vous avez aussi des régions qui sont comparables à l'Afrique subsaharienne. Donc les considérer comme des entités homogènes, c'est totalement à côté de la question. Il faut vraiment regarder, traiter ce problème d'équité et voir comment on l'aborde. Oui, et puis il y a aussi une mondialisation qui fait qu'en décentralisant et en délocalisant un certain nombre d'industries, on délocalise aussi nos émissions de CO2. C'est le cas évidemment avec l'industrie chinoise qui se développe. En fait, un Français doit émettre un peu plus de ce qu'on dit parce que le calcul il est fait sur le territoire français, ce qui n'est pas tout à fait la bonne manière de calculer à mon avis. La sortie du fossile, de votre point de vue, comment on va s'y prendre, vous qui avez travaillé aussi sur des centrales à gaz notamment? Il faut déjà regarder où sont nos consommations de combustibles fossiles. Claude l'a dit, les combustions, les utilisations, sont sur les transports et les bâtiments, avant d'être sur la consommation d'électricité pour tous les usages directs de l'électricité. Donc, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est comment arriver à réduire fortement nos consommations de pétrole pour les voitures, pour les transports d'une façon générale, et pour le bâtiment, le tertiaire. Ça, c'est la première priorité. Et là, les gisements sont considérables, mais tout le monde a tendance à oublier, attention, pour mettre en œuvre ces gisements, cela coûte de l'argent. On reviendra sur cette question de l'argent, mais il faut arrêter de dire il suffit de vouloir réduire sa consommation d'énergie pour y arriver. C'est en partie vrai et c'est en grande partie faux. En partie vrai parce que c'est vrai qu'en le voulant, on arrive à faire des choses qui ne coûtent pas trop cher et on peut changer de comportement aussi. Mais attention, pour aller plus loin, pour réduire de façon très drastique, là, il faut investir de l'argent et on a un peu tendance à l'oublier. Oui. Je voudrais prendre un exemple là-dessus, justement, pour appuyer ce que vient de dire Claude. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup et qui est très séduisante et qui est de dire l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas. Oui. Alors, bien sûr, sauf que réduire la consommation, ça coûte. Et il faut... Prenons un exemple. Sur le bâtiment, en France, le bâtiment, c'est 250 kWh par mètre carré par an, en moyenne. Bon. Sur l'ancien, Non, c'est en moyenne. La moyenne de la France, sur le parc existant. C'est 250 kWh par mètre carré. Bon, dans le nouveau bâti, la norme maintenant c'est 50 kWh par mètre carré par an, donc on sait le faire. Mais la question c'est les passoires thermiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on peut réduire d'un facteur 2 par exemple. La consommation sera amenée à 100 ou 120 kWh par mètre carré par an. Mais ça ne se fait pas gratuitement. C'est-à-dire le fait de diminuer d'un facteur 2 la consommation d'énergie due au chauffage, c'est quelque chose qui va coûter, qui va rapporter sur le long terme, parce qu'on va réduire la facture correspondante de chauffage. Mais dans un premier temps, il faut investir des sommes massives, parce que pour ramener à 100 kWh par mètre carré par an, c'est de l'ordre de 20 à 30 000 euros, il y a 30 millions de logements en France, ça fait quelque chose qui s'approche du milliard d'euros, enfin le millier de milliards. Millier, c'est ça. Voilà, c'est ça, le millier de milliards, exactement, le millier de milliards d'euros. Donc c'est un investissement. C'est 100 milliards si on veut. Voilà. Alors, si on veut vraiment aller assez loin. Voilà, ce sont les échelles d'investissement. Voilà, ce sont les échelles d'investissement. Donc, bien sûr, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne dépense pas, mais pour arriver à ne pas dépenser l'énergie, il faut dépenser beaucoup d'argent. Voilà. Donc, alors, je voudrais qu'on revienne sur les questions qui commencent vraiment à affluer. Avant d'aborder la question de la transition à travers les énergies renouvelables notamment, voilà, par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure, une question, voilà. Je voudrais savoir si les scientifiques ne pourraient pas plutôt, au lieu de présenter aux hommes politiques qui prennent des décisions les effets sur 50 ans, ne pourraient-ils pas évaluer les effets sur le climat actuel et présenter plutôt une évolution des effets dans une tranche qui ne sorte pas du cadre temporel des hommes politiques? Qu'en pensez-vous? C'est une idée intéressante à mon avis. Oui. Qui veut réagir? Alors, le problème, c'est que ça n'est pas vraiment possible. Prenez deux exemples. Il y a eu Katrina et puis il y a eu Sandy. Alors Katrina, ça a détruit la Nouvelle-Orléans. De la Nouvelle-Orléans. Il faut qu'on parle plus fort aussi. Autre message de Pierre. On va essayer. Oui. Voilà. Alors Katrina, quand on regarde les événements extrêmes, parce que là on parle d'événements extrêmes. Quand on regarde Katrina par rapport aux autres, il sort vraiment de la moyenne des cyclones de cette région-là. Donc la question par rapport à Katrina, c'est de dire,
est-ce que c'est dû au réchauffement climatique? Est-ce que c'est un signe du réchauffement climatique ou pas? Et ça, les climatologues ont beaucoup de difficultés à répondre de façon nette à cette question, parce que ce qu'ils font, c'est évaluer des tendances, et ces tendances-là, elles sont bien établies, mais quand vous prenez un événement particulier, le rattacher à la tendance, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est probable. Pourquoi on peut dire que c'est probable? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que l'augmentation de la température de la mer, notamment dans le golfe du Mexique, oui, augmente l'évaporation, et quand cette évaporation se recondense, ça renforce les vents des cyclones, c'est un effet qui est prévu. Oui. Donc on prévoit que ce n'est pas tellement le nombre de cyclones qui va augmenter, mais que leur puissance qui va augmenter. Donc ça, c'est prévu, et c'est bien établi. Et donc, Katrina entre dans cette catégorie de mini-catastrophe qui probablement est reliée, etc. Sandy, c'est probable aussi que ce genre de phénomène. Quand on regarde les sécheresses en Australie qu'il y a eu, en Russie, aux États-Unis cet été, etc., tout ça aussi sont des effets qui entrent dans le scénario. Mais établir une causalité ferme, oui, comme un déterminisme étroit, si vous voulez, entre le réchauffement climatique et cet événement, ça c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, les scientifiques s'y refusent en tout cas. Hein. Voilà. Il n'y a pas de lien direct ou d'équation qui dit voilà, ça a monté de temps, on a augmenté le nombre d'ouragans. Il faut être honnête là-dessus. Mais cela dit, parce qu'à courte échelle de temps, si vous voulez, oui, la météo est un phénomène qui est extrêmement fluctuant, et ces fluctuations sont très difficiles à prévoir, alors que si on regarde le climat, c'est à plus longue échelle de temps, et là, les tendances, on est capable de les établir de façon déterministe, parce que c'est la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui pilote l'évolution. Alors, on va voir, il y a plusieurs interventions pour dire mais comment faire bouger les choses. Est-ce que finalement, les catastrophes et les chocs, hein, même si on ne souhaite pas évidemment qu'il y ait des morts ou qu'il y ait des, sous les ouragans ou à cause de la sécheresse, mais vous parliez des sécheresses dans l'hémisphère nord, il faut qu'il y ait une très bonne récolte de blé au Brésil, en Argentine, en Australie, l'hiver prochain, donc l'été pour eux. Sinon, vu l'état des stocks, on va être dans une situation très difficile. Est-ce que les chocs ne sont-ils pas nécessaires aujourd'hui pour faire bouger les décideurs? Qu'en pensez-vous? Oui, ben, je pense qu'on a vu Obama notamment, bon, à un certain moment donné. Sandy a fait beaucoup parler aux États-Unis. Voilà, maintenant, malgré tout, derrière, on développe à fond le gaz de schiste et tout ça. Hein, donc, alors même là, c'est présenté même comme avantageux, puisque vaut mieux finalement utiliser le gaz de schiste que du charbon, on va dire. Donc à chaque fois, donc ils trouvent le petit, donc ça c'est le petit argument qui dit bon ben finalement on a déjà le gaz de schiste, moyennant quoi on fait mieux, on est dans le bon sens, et du coup ça permet, ça évite de parler du reste. Mais cela dit, entre parenthèses, la Grande-Bretagne vient d'autoriser ce matin de nouveau l'exploration pour les gaz de schiste sur son territoire. Petite parenthèse. Oui. Un exemple à propos de Katrina, moi j'ai entendu des commentateurs politiques américains qui disaient que Katrina avait en quelque sorte contribué à l'élection d'Obama. Pourquoi? Parce que ça avait déplacé le centre d'intérêt des Américains du problème de l'Irak vers le problème intérieur. Oui. Et que donc ça avait eu cet effet-là, c'est-à-dire des mini-catastrophes, et je crois qu'il faut être raisonnablement pessimiste, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement l'argumentation rationnelle, etc., qui va jouer, ça va passer nécessairement par des événements de ce genre, donc il faut estimer qu'ils seront les moins catastrophiques possibles, mais des événements qui vont éveiller les consciences et les réactions des politiques. Quoi. Alors, autre possibilité de réveiller... l'ensemble de la population d'ailleurs, c'est pas juste les politiques qui voilà, de réveiller l'ensemble. C'est une question, on fait une remarque, une question de Jacques qui est consultant. La contrainte n'est-elle pas le seul moyen de faire évoluer les pratiques en termes de production d'énergie? Donc ça peut être taxe carbone, ça peut être différentes solutions, qu'en pensez-vous? Alors, c'est vrai qu'il faut y penser, mais j'entends contrainte sur la production d'énergie. Je crois qu'il faut une double contrainte. Il faut une contrainte sur les consommations d'énergie et une contrainte sur la production, effectivement. La contrainte sur la production, elle a commencé à venir avec le système de permis d'émissions carbone mis en place en Europe et avec un système d'échange international issu du protocole de Kyoto. Bon, cette contrainte, elle existe, elle a commencé à fonctionner, elle est entre nous beaucoup trop faible. Aujourd'hui, le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen
est beaucoup trop faible. C'est combien? C'est 12 en ce moment? Oh non, c'est descendu en dessous. Ça tourne autour de 7 j'ai pas le dernier chiffre. 7 euros la tonne de CO2, c'est très insuffisant pour inciter, par exemple, les producteurs d'électricité à investir plutôt dans le gaz que dans le charbon, ou plutôt dans le nucléaire que dans le gaz ou le charbon. Je précise juste, une tonne de CO2, c'est un aller-retour par personne transatlantique en avion. Voilà, c'est ça, pour donner l'échelle. Donc ça vaut 7 euros. Voilà. Bon, alors après, encore une fois, cette contrainte, il faut la construire, et il y a un certain nombre de marchés du carbone qui s'organisent ici ou là sur la planète. Les Chinois sont en train d'en mettre un, les Australiens aussi, etc. Il y a un certain nombre de points dans le monde où on utilise beaucoup justement de combustibles fossiles qui sont en train de mettre en place des choses. Donc la contrainte sur la production, elle se met en place, mais elle est très insuffisante. Mais après, il faut regarder les contraintes sur la consommation. Aujourd'hui, en tant que consommateur lambda, nous ne sommes pas assez incités, quand on regarde de près les choses, à économiser des combustibles fossiles et à plutôt utiliser des combustibles ou de l'énergie qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. On vient par exemple sur la question de la taxe carbone qui a fait beaucoup parler d'elle à un moment donné, mais je crois que tôt ou tard, il faudra y revenir. Aujourd'hui, on n'est pas assez incité dans nos consommations à faire les bons choix. Oui, disons, les moyens d'action, c'est la taxe, la réglementation et le marché. Alors, la taxe, on vient d'en parler. Le marché, il ne fonctionne pas très bien parce qu'on a distribué trop de permis d'émission et donc le tarif est très faible. Donc il y a la réglementation. Mais la réglementation, ça peut tout à fait marcher. Et ça peut avoir des effets extrêmement importants. On peut très bien dire qu'à une certaine échelle de temps, on veut avoir des voitures qui ne consomment pas plus que 2 ou 3 litres au 100 km. C'est ce qui a été demandé tout récemment. Exactement, c'est tout à fait possible. Réduire la consommation pour le chauffage, c'est aussi tout à fait possible. Il faut simplement avoir des montages financiers qui rendent les choses possibles et que ce ne soit pas laissé au bon vouloir des syndics de copropriété, parce que dans ce cas-là, ça ne marchera, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Et donc, là, il faut bien distinguer dans les mesures qu'on prend entre ceux qui, finalement, ne changent pas ou pas trop le mode de fonctionnement de la société. Par exemple, diminuer par 2 l'énergie pour le chauffage, ça ne change rien pour les gens. Simplement, ils vont dépenser moins, mais ça ne change rien au confort. Et puis, les mesures, quand on va trop vers l'extrême, alors on change les problèmes de gouvernance. Parce que s'il faut simplement diminuer de 20 ou 30%, ça peut se faire sans demander aux gens, sans faire appel à l'homme nouveau, si vous voulez. Moi, je suis un peu méfiant par rapport à l'homme nouveau, parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui finit par être avec un flingue et puis qui va définir ce que c'est que l'homme nouveau, et si vous n'êtes pas un homme nouveau, ça ne va pas être bien. C'est un risque du climat aussi, ça. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut envisager aussi une évolution pacifiée de ça. C'est-à-dire quelles sont les conditions qui font que l'évolution est pacifiée. Si on demande de diviser par 4 la consommation d'énergie, je crois qu'on va vers une évolution qui n'est pas pacifiée, et donc il faut en tout cas que cet élément-là soit dans le débat. Oui. Je crois que cette question de gouvernance et de ce système onusien doit forcément être mise en cause à un moment ou à un autre. J'espère que ça fera l'objet d'autres débats, même si ça concerne moins les ingénieurs, je dirais, que les politiques. Un mot sur cette même question, comment faire évoluer? Juste peut-être un petit complément, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle, parce qu'en fait, est-ce qu'on parle de gaz carbonique ou d'énergie? Et là, il y a malheureusement au niveau des aspects une confusion générale, notamment le fameux 3 x 20 pour 2020, ça fait très bien. Ça, c'est le paquet climat-énergie de l'Europe. Voilà, alors en fait, on ne peut pas mettre en même temps, dire je veux 20% de moins de gaz carbonique, ça peut être contradictoire, et 20% d'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable. Et voilà. Donc en fait, il peut y avoir souvent des contradictions. Donc il faut savoir un peu les grandes astreintes qu'on met, quelle est la principale qu'on met. Et souvent c'est contradictoire. Bon, on va prendre l'exemple. Si je mets du chauffage au bois, j'émets moins de gaz carbonique globalement, mais je consomme beaucoup plus d'énergie. Donc le bilan énergétique est très mauvais. Donc si je dis je veux 20% de moins d'énergie, ça exclut d'aller au bois.
alors que c'est une bonne solution d'énergie renouvelable. Oui, vous voyez. tout à fait. Donc en fait il y a contradiction, donc il faudrait là aussi rétablir de l'ordre dans notre système, surtout au niveau européen. Alors on va passer justement à l'autre solution, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'efficacité énergétique, d'économie d'énergie. Ce sont les énergies renouvelables. Avec vous, Jacques Trainer, avec un petit focus sur l'éolien, mais on va évoquer également les autres. Et il y a pas mal de questions, évidemment, qui se rapportent à ces énergies du futur, entre guillemets. Oui. Alors, je pense que sur cette affaire-là, alors on parle des renouvelables, il y a différents types de renouvelables. Il y a les renouvelables classiques, comme la biomasse ou l'hydraulique, qui sont pilotables. En quelque sorte, on produit l'énergie quand on en a besoin, etc. Et puis, il y a les autres, qui sont les renouvelables dont on parle beaucoup, comme l'éolien et le photovoltaïque. Qui sont intermittents. Qui sont intermittents et qui sont aléatoires. Alors là, la première des choses, c'est de faire la distinction entre un kilowattheure garanti et un kilowattheure aléatoire. Le réseau électrique, en l'absence de stockage de masse, on n'a pas de technique de stockage de masse, on sait faire du stockage pour des usages très très spécifiques, pour gérer des pointes ou des choses comme ça, de consommation d'électricité, mais bon. Alors, le kilowattheure aléatoire, ça n'est pas vraiment du courant électrique. C'est une promesse de courant électrique, mais ça n'est pas du courant électrique. Vous ne pouvez brancher aucune machine derrière une éolienne seule, parce que vous avez une machine qui fonctionne de façon intermittente, et ça, c'est pas une machine. Il faut une régularité du courant, et donc il faut nécessairement coupler ces sources avec d'autres sources qui gèrent les fluctuations de l'éolien, par exemple, de l'éolien. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme une vache dans un pré. Une vache dans un pré, c'est une promesse de steak, mais c'est pas du steak. Ou un arbre dans une forêt, c'est une promesse de planche, mais c'est pas encore une planche. Pour que ça devienne une planche, il faut beaucoup travailler, il faut faire des choses. Et bien, de la même façon, ce qui sort d'une éolienne, c'est effectivement un mouvement d'électrons dans un conducteur, mais c'est pas encore du courant électrique au sens du réseau électrique. Donc, la source, ça n'est pas l'éolien, c'est l'éolien plus la source qu'on met en réserve, en backup, pour lisser les fluctuations. Donc, dès qu'on dit éolien, il faut dire, oui, d'accord, et l'éolien, mais vous le couplez à quoi? Voilà. Alors, il y a beaucoup de questions sur le stockage, évidemment, parce que ça, c'est une barrière qui est phénoménale. On commence quand même à faire des progrès, on arrive à stocker un peu sous forme d'eau chaude, par exemple, c'est dans les grandes centrales solaires... les centrales à concentration. Voilà, les centrales à concentration, pardon. Ça commence à évoluer quand même, non? Sans parler de l'hydrogène qui sera pour un futur plus lointain. Bien sûr, alors ça, on sait faire ça et c'est une très bonne piste. C'est une piste qui est chère, enfin, je pense que Claude en parlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est une très bonne piste, parce qu'au lieu de faire du courant électrique, on chauffe un fluide, on le met dans une grosse bouteille thermos, et une fois qu'on a un fluide à 5 ou 600 degrés, et ben on peut faire de l'électricité, comme on a une source de chaleur, et donc on peut fabriquer de l'électricité avec ça, et donc on s'affranchit des problèmes de fluctuation jour-nuit, par exemple, en l'occurrence, puisque c'est le solaire. Donc jour-nuit, on peut stocker pendant quelques heures, et c'est suffisant pour assurer la production d'électricité pendant la nuit, etc. Donc ça, c'est formidable. C'est un peu le ballon d'eau chaude qu'on avait dans les salles de bain, ou qu'on a encore d'ailleurs, petit peu, c'est un petit peu le même système. On stocke de l'eau chaude, voilà. Alors il y a d'autres modes de stockage. Toute proportion gardée, je suis d'accord. Il y a d'autres modes de stockage, comme les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui sont d'avoir un barrage avec un niveau haut, un niveau bas, et puis on turbine quand on a besoin d'électricité, et quand on n'a pas besoin d'électricité, eh bien on fait remonter, au contraire, on utilise la production d'électricité pour faire remonter l'eau du barrage bas vers le barrage haut, et donc les Suisses font beaucoup ça. La Norvège aussi, la Suède et l'Allemagne comptent beaucoup développer des relations avec la Norvège pour installer des stations de pompage en Norvège. C'est un gros chantier sur lequel ils travaillent en ce moment. Ça coûte très cher aussi. Voilà, alors ça coûte cher et il n'y a pas suffisamment... ça peut servir en appoint, mais il n'y a pas de puissance suffisante pour assurer massivement les fluctuations de l'éolien, si l'éolien, on le développe à une échelle vraiment massive. Alors, une question à ce propos de Marie, qui est ingénieure. Les énergies renouvelables ne souffrent-elles pas d'un manque de compétitivité rédhibitoire pour qu'on investisse massivement sur ces dernières? C'est bien le problème. Nous, déjà, ce qu'on dit, c'est les énergies renouvelables, il faut bien distinguer celles qui sont bien pour produire de la chaleur et celles qui sont plutôt faites pour produire de l'électricité. Parce que, encore une fois, ne ramenons pas toute la problématique énergétique à la seule électricité, regardons le problème globalement.
Donc le problème globalement, c'est déjà développer les renouvelables qui peuvent nous permettre de produire de la chaleur. C'est essentiellement la biomasse, mais ce sont d'autres formes de bioénergie. Il y a des recherches intéressantes qui sont en cours sur les bactéries, sur les algues, sur des choses comme ça. Après, il y a tout le domaine des biocarburants. Donc ce sont tous des secteurs où effectivement il y a des travaux de recherche très importants et très intéressants en cours, parce que c'est une voie importante pour produire de la chaleur ou produire de la mobilité, des transports par les biocarburants. Maintenant, faut-il développer fortement ce secteur-là? Oui, dans la mesure où on maîtrise bien ces techniques et dans la mesure où on maîtrise bien les coûts de développement. Encore une fois, aller trop vite sur des techniques pas encore suffisamment matures aujourd'hui, c'est subventionner massivement des énergies qui aujourd'hui coûtent cher, mais sur lesquelles on peut avoir des perspectives de réduction de coûts. Et alors là où c'est encore plus vrai, c'est sur les renouvelables pour produire de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, on observe que se développent massivement l'éolien et le photovoltaïque, mais ce sont effectivement, comme nous le dit l'internaute, des énergies qui aujourd'hui coûtent encore cher. L'éolien, le kilowattheure éolien produit par l'éolienne terrestre, c'est vrai, est le plus proche des prix de revient du marché. À un bémol près, c'est comme le disait Jacques, il faut compter dans le prix de l'éolien le prix du moyen de production en réserve le jour où il n'y a pas de vent. Et puis, on y viendra peut-être aussi, il faut compter les prix de développement des réseaux, parce qu'on oublie de dire que aujourd'hui, on a des réseaux électriques qui sont organisés d'une certaine façon, et développer les moyens de production un peu partout, évidemment surtout dans les zones de vent et les zones de soleil, ça oblige à développer massivement les réseaux. Et ça coûte très très cher, et c'est difficile à faire accepter par les populations qui habitent à proximité. On va le voir dans quelques minutes quand on parlera du scénario allemand, parce que c'est effectivement très important. Alors, donc je vous pose quelques questions. Mais je conclue sur votre question. Nous on dit, oui, il faut développer les énergies renouvelables, mais d'une façon absolument raisonnée, en regardant bien ce qui est mature ou ce qui va l'être rapidement, et en subventionnant au départ le développement de ces nouvelles technologies, mais certainement pas pour la durée et certainement pas de façon aussi massive qu'aujourd'hui. Alors, plusieurs questions. Il faut investir, bien sûr, il le faudra tôt ou tard. Beaucoup de questions d'interrogation sur où est-ce qu'on investit en gros, mais dans quoi on investit? Dans le nucléaire pour réduire les rejets carbone, oui, mais au prix d'autres risques tout aussi élevés. Et là, autre question sur le même sujet, besoin d'un second Tchernobyl pour préparer un après-nucléaire. Voilà. Incertitude sur qu'est-ce qu'on fait, les renouvelables, le nucléaire, est-ce qu'il n'y a pas finalement partout des risques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient des risques de déchets, des risques d'accidents? Voilà, c'est possible, c'est arrivé, je veux dire, l'histoire le montre. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter? Qui veut répondre? Il n'y a pas d'énergie à transformer, à produire, parce que l'énergie, ça ne se trouve pas comme ça sur le pied d'un cheval, même l'énergie du soleil, il faut la transformer pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de transformation d'énergie sans risque. On a tendance par exemple à l'oublier, mais aujourd'hui l'énergie dans le monde qui fait le plus de dégâts sanitaires, c'est quoi? C'est le charbon. Et là on ne parle pas simplement des morts dans les mines de charbon en Chine, mais on parle de milliers de gens qui contractent des maladies dues aux pollutions par le charbon. Et par le pétrole aussi, les particules fines coûtent quand même 8 mois d'espérance de vie à un Parisien aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Mais même les énergies renouvelables ne sont pas sans conséquences sanitaires. Ça peut être quoi ces conséquences sanitaires pour les renouvelables? On oublie de dire par exemple qu'un panneau photovoltaïque, je vais dire de base aujourd'hui, donc fait avec les techniques les plus anciennes, à savoir le silicium, le silicium il faut le purifier, ça demande beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, quand on installe un panneau photovoltaïque en France, le plus souvent c'est un panneau qui vient de Chine, le plus souvent c'est un panneau qui a été fabriqué sur la chaîne du silicium. Et donc, pour purifier ce silicium, on a utilisé de l'électricité chinoise qui est quand même produite aujourd'hui à 80% à partir de charbon. Donc, voilà, il faut savoir que quand on installe du photovoltaïque,
on déplace un problème. Aujourd'hui, on pose un problème en Chine, mais c'est pour toute la planète quand même. Oui, oui. Enfin, Silicium, c'est quand même pas tout à fait le risque nucléaire, c'est pas de Tchernobyl quand même. Hein. Alors, d'accord, il y a des risques partout, je suis d'accord, mais il y a des échelles aussi dans les risques. Hein. Il y a des échelles dans les risques. Alors revenons sur les échelles de risque du nucléaire. Nous, on pense que le nucléaire est une voie dont on ne peut pas se passer aujourd'hui pour produire de l'électricité, mais c'est bien sûr une voie qui doit être le moins possible avec risque. Et donc, bien sûr, nous, on porte l'idée que le nucléaire, il faut continuer à le développer, mais il faut le développer de façon sûre. Et on sait ce qu'il faut pour ça. Les accidents... Il faut beaucoup d'argent aussi quand même. Hein. Oui, mais les accidents de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima ont été parfaitement analysés. Ils ont confirmé en fait ce qu'on connaît très bien sur les risques du nucléaire et qu'on sait très bien contrer par une conception à la hauteur. Comme vous dites, ça coûte de l'argent. Mais le nucléaire aujourd'hui, en France, fait à la façon dont on le fait en France, hein, donc avec le plus possible d'effets de série. On sait bien que ça revient aux environs de 50 € du mégawattheure. Et l'intégration de tous les enseignements de Fukushima, ça va peut-être monter de quelques euros par mégawattheure. Donc on va passer de 50 à 53 ou 55. Vous voyez qu'on est loin quand même des prix de revient des renouvelables, où on est plutôt au-dessus de 100, voire de 200 ou 300. Alors justement, une question à ce propos, peut-on parler de manque de compétitivité des énergies renouvelables, électricité en tout cas, quand le prix du kilowattheure nucléaire n'est toujours pas connu? C'est vrai qu'il y a des incertitudes, hein, notamment liées au démantèlement des centrales ou aux mesures prises pour remplacer le matériel si on prolonge, ou aux mesures post-Fukushima pour la sécurité. Alors, est-ce qu'on connaît le prix du mégawattheure, tout compris, hein, je veux dire, de la conception au démantèlement? Je ne connais pas de secteur énergétique qui ait fait plus l'objet d'études sur ses prix de revient que le nucléaire. Il faut se donner la peine de chercher, de ressortir tous les rapports qui ont été faits sur le sujet, les derniers par la Cour des comptes, par des missions parlementaires, Sénat, Assemblée nationale. Ces coûts sont parfaitement connus et on connaît, alors on est obligé de faire des prévisions sur ce qu'on appelle les coûts futurs, c'est-à-dire le coût du démantèlement et le coût de la gestion des déchets nucléaires. Bien sûr, ce sont des prévisions. Alors, quand on fait des études de coûts, on peut se permettre de dire, bah oui, mais ces scénarios sur les coûts futurs, ils peuvent varier de tant de pourcents. Mais n'empêche que sur ces coûts futurs, on a de très bonnes données, des incertitudes, mais on connaît très bien tous ces secteurs. Moi, juste une petite remarque au rebond de ce qui a été dit finalement. Le prix va augmenter parce qu'on veut prolonger la vie. C'est exactement le contraire. Prolongation de durée de vie, c'est mettre un investissement. Si on va fonctionner pendant 10 ou 20 ans de plus, on profite de tout l'investissement qui a déjà été fait, mettons pour les 30 ou 40 ans, et logiquement, la prolongation de durée de vie représente une certaine somme, mais cette somme, on la récupère loin de là. Donc ça ne devrait pas, la prolongation de durée de vie devrait en aucun cas augmenter de façon significative. Je pense même qu'elle devrait normalement diminuer le prix du mégawattheure. Plus on produit, même de terawatts carrément, plus on produit, moins le coût est cher, c'est ça. Voilà, parce que c'est faut ramener l'investissement sur la durée de vie. Oui. Donc, alors, évidemment, il y a quand même juste une remarque à ce propos, je donne la parole. Un vrai débat sur le coût réel du nucléaire en France permettrait de donner un vrai coup de pouce à l'émergence des filières d'électricité verte. Voilà pour la remarque, ça peut être l'inverse aussi, mais enfin bon, on verra la précision que vous souhaitez apporter. Oui, c'est que, alors deux choses. D'une part, il y a quand même ces rapports de la Cour des comptes, alors il y a peut-être des incertitudes sur le coût réel du démantèlement, etc., mais on a quand même l'ordre de grandeur, c'est-à-dire on sait quand même que c'est de l'ordre de quelques pourcents du coût du mégawattheure lui-même. Donc ça, il y a quand même des choses qui sont sorties récemment. Et puis, il y a quelques exemples aux États-Unis de centrales qui ont été complètement démantelées, et où c'est devenu, c'est de l'herbe maintenant là où il y avait la centrale, et les gens, on peut aller se promener le dimanche avec ses enfants. Et ces estimations-là vous donnent quelque chose qui est de l'ordre de 20% du coût de l'investissement initial. C'est-à-dire c'est 5 milliards de dollars, disons, pour construire une centrale, c'est de l'ordre de 1 milliard pour la démanteler. Quand vous répartissez ce milliard
sur le nombre de kilowattheures produits pendant la durée de vie de la centrale, vous obtenez les ordres de grandeur dont parlait Claude. Oui. Question, est-ce qu'on intègre dans le prix la gestion des déchets? Oui. Oui, la réponse est Oui, clairement. Ok. Je voudrais qu'on prenne... Alors, non, oui, non allez-y. seulement le coût de gestion des déchets est intégré dans le prix du kilowattheure, il faut savoir que quand on achète un kilowattheure produit par une centrale nucléaire, on met de l'argent de côté pour la gestion des coûts futurs. Là, il y a eu débat là-dessus. Hein. Est-ce que c'est une réalité? C'est peut-être pas à la hauteur suffisante. Alors, est-ce suffisant ou pas? Voilà, ça c'est une question qui reste encore ouverte parce qu'il y a des incertitudes. Mais la réalité, c'est quand même bien que les producteurs de déchets nucléaires sont aujourd'hui obligés de constituer un fonds d'argent qui est mis de côté et dont l'utilisation est très scrupuleusement vérifiée par des organismes complètement extérieurs aux entreprises pour s'assurer justement qu'on sera en capacité de traiter le moment venu ces déchets. Alors excusez-moi, je dis tous les messages parce qu'il y en a énormément. Là, quel coût alors? Combien ça coûte un kilowattheure nucléaire? Voilà, c'est la question très précise. Alors, moi, et en comparaison peut-être avec d'autres... oui, alors on peut donner des chiffres. Hein. Par exemple pour l'EPR. Bon, il y a eu une estimation qui a été faite pour l'EPR, parce que l'EPR, alors c'est une tête de série, donc ça veut dire que ça va coûter plus cher que les EPR de série. Il y a des difficultés à Flamanville, il y a 2 EPR qui sont construits en Chine et qui apparemment se construisent normalement, donc il va y avoir des retours d'expérience, etc. Mais les estimations qui ont été données et publiées, c'est entre 70 et 90 euros le mégawattheure. Oui. Alors maintenant, comparons, donc il faut comparer. À l'heure actuelle, on demande, EDF achète le mégawattheure produit par une éolienne onshore 82 euros. Les derniers appels d'offres pour l'éolien offshore convergent à 230 euros le mégawattheure. Et pour le photovoltaïque, alors ça dépend des conditions d'installation, si c'est sur l'habitat, c'est plus aux alentours de 380, ça frôle le 400 euros le mégawattheure. Et dans des fermes, des hangars, etc., c'est aux alentours de 150, quelque chose comme ça, entre 150 et 200. Donc vous voyez, les ordres de grandeur, c'est pour l'éolien onshore et le nucléaire EPR, c'est à peu près la même chose, oui. Mais à la nuance près que je disais tout à l'heure, que le mégawattheure éolien n'est pas garanti. Donc ce n'est pas vraiment un mégawattheure comparable à un mégawattheure garanti. Il faut rajouter le coût des réseaux et le coût de la puissance de backup. Et puis pour le reste, plus faible aussi l'offshore et les durées de vie qui est plutôt pour les centrales, 25 ans, moitié, voilà, c'est ça. Et puis 230 pour l'éolien offshore et près de 350, disons, pour le photovoltaïque. Donc on est dans ces ordres de grandeur-là. Autrement dit, si le mégawattheure n'est pas acheté par EDF, ça s'effondre du jour au lendemain. Alors, on peut dire, oui, mais c'est une aide à une industrie qui va se développer, etc. Alors, oui, d'une certaine mesure, mais ça veut dire que, quand même qu'à l'heure actuelle, ça n'est pas généralisable. Parce que si vous généralisez ça, vous augmenter la facture d'électricité dans le rapport de 230 à 80. D'accord. Ou de 380 à 80. Merci pour la réponse. On a encore beaucoup de questions. Je veux juste un mot sur le scénario allemand, parce qu'on l'avait promis. Claude Gendron, très rapidement. On rappelle, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire en 2022, donc c'est une possibilité qui est ouverte aussi à d'autres. Mais quelles sont les conséquences sur le plan de la production d'électricité en Allemagne aujourd'hui? Alors, l'Allemagne a effectivement décidé, en fait sa décision, elle ne remonte pas à l'accident de Fukushima, elle avait déjà décidé dans les premières années 2000 de sortir du nucléaire. Et Fukushima a un peu accéléré la chose, puisque les Allemands ont décidé d'arrêter tout de suite un certain nombre de réacteurs. Et les derniers, vous l'avez dit, s'arrêteront normalement pour 2022. Oui. Il y a eu aussi les résultats d'élections en Allemagne qui ont influencé beaucoup Angela Merkel parce que les Verts faisaient des scores très élevés. Hein. Il y a eu ça aussi. Ouais, la question est éminemment politique, c'est vrai. Alors, les Allemands donc, ont lancé une transition énergétique, Energiewende, une transition énergétique visant à se séparer du nucléaire qui représente en gros un quart de leur production d'électricité avant Fukushima, avant les décisions d'arrêt brutal. Donc se passer d'un quart de leur production d'électricité en les remplaçant par des renouvelables et en accélérant leur programme de passage aux renouvelables. Je rappelle qu'ils ont
un objectif en tête qui est à peu près 80% d'électricité d'origine renouvelable en 2050. Donc, ils sont sur cette voie-là. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Les renouvelables qui sont en développement en Allemagne, il y a bien sûr tout ce qui est biomasse, biogaz, dans les domaines à la fois chaleur et électricité. Oui. Mais le plus gros développement, c'est éolien et solaire photovoltaïque. Et c'est à peu près aujourd'hui en puissance installée, à peu près équivalent. Mais ce qu'on observe aujourd'hui en Allemagne, c'est que l'autre production d'électricité qui reste majoritaire en Allemagne, c'est le charbon et le lignite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le kilowattheure d'électricité produit en Allemagne contient bien plus de CO2 que le kilowattheure produit en France. À peu près 4 à 5 fois plus. Donc il faut avoir ça en tête, malgré les développements importants. Une des conséquences, compte tenu des coûts que rappelait Jacques, c'est qu'aujourd'hui, du fait de cette origine coûteuse, puisque en Allemagne, il y a le même système qu'en France, grosso modo, on oblige les grandes sociétés électriques allemandes à acheter prioritairement à un tarif imposé cette électricité d'origine renouvelable. Et c'est le consommateur qui paye une taxe, c'est à peu près l'équivalent de la CSPE en France, et c'est un peu le même système, une taxe pour compenser ce surcoût. Du fait de cette taxe, mais d'autres facteurs aussi, aujourd'hui l'électricité que paye le ménage en Allemagne coûte 2 fois plus cher qu'en France. C'est pas 10 ou 20 ou 30%, c'est 2 fois plus cher. Donc, question qu'il faut avoir en tête, est-on prêt aujourd'hui à payer notre électricité 2 fois plus cher si on veut aller dans la même voie? Les ménages allemands disaient oui, presque sans réserve jusqu'il y a quelque temps. Mais on voit que ça commence à être un problème majeur en Allemagne. L'électricité coûte de plus en plus cher, les augmentations. La taxe pour payer le surcoût des renouvelables en Allemagne, elle va dépasser en 2013 50 € pour mégawattheure. Vous vous rendez compte, ce surcoût pour les renouvelables, c'est aujourd'hui notre coût de production moyen en France. Oui, c'est ça. Donc, et ça touche aussi les entreprises, notamment. Alors, ça touche aussi les petites entreprises allemandes. Les grosses entreprises fortement consommatrices d'électricité en Allemagne sont exemptées complètement de cette taxe. Pour le moment. Pour le moment. Il y a des projets. Ce qui fait, et c'est quand même assez curieux, qu'aujourd'hui, une entreprise fortement consommatrice d'électricité, aujourd'hui, a presque autant intérêt à s'installer en Allemagne qu'en France, parce que ce discount en Allemagne est très très important, très sensible. Mais ce sont les ménages allemands qui payent aujourd'hui la facture. Deuxième problème posé par cette transition énergétique allemande, ce sont les réseaux. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'électricité produite par l'éolien en Allemagne vient plutôt du nord, qui sont les régions ventées. Les régions fortement consommatrices sont plutôt au sud et au sud-ouest de l'Allemagne. Et donc, il faut acheminer cette électricité. Donc, il faut des réseaux et il faut construire des milliers de kilomètres de lignes à très haute tension, ce qui coûte très cher et qui pose, exactement comme en France ou dans d'autres pays d'Europe, des problèmes d'acceptabilité. Les gens n'aiment pas les lignes aériennes, on le sait très bien un peu partout. Et donc les Allemands ont de grosses difficultés aujourd'hui à faire passer ces lignes et ils ont du mal à trouver aussi l'argent. Résultat, le système électrique allemand aujourd'hui perturbe fortement tout le système européen, puisque tous les pays voisins sont confrontés à des surplus d'électricité lors des périodes de grand vent, et inversement, quand il n'y a plus de vent, c'est tous les pays voisins de l'Allemagne qui compensent. En gros, en conclusion, l'Allemagne compte beaucoup aujourd'hui sur ses voisins pour pouvoir gérer son système. Mais ça ne va pas pouvoir durer très longtemps comme ça. D'accord. Alors, on vient à plusieurs interventions, il y en a au moins 3 ou 4 sur le nucléaire. Est-ce que ce n'est pas aussi du court terme?
Hein, c'est une question un petit peu globale, et je la précise, sachant qu'il y a 79 gigatep de réserves prouvées d'uranium, on ne va pas aller loin avec aussi peu de réserves à l'échelle du monde. Et autre remarque à ce propos, la ressource uranium est-elle considérée comme renouvelable ou infinie? Bon, évidemment non. Oui. Votre avis, alors il nous reste 4 minutes, on a encore 2-3 questions, donc 1 minute de réponse s'il vous plaît. Oui. Alors, oui, bien sûr, mais tout dépend de la technologie qu'on utilise. À l'heure actuelle, la technologie qui est développée dans le nucléaire, c'est d'utiliser un des isotopes d'uranium, qui est l'uranium 235. Et effectivement, les réserves sont ce qu'elles sont. Elles sont probablement sous-évaluées parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème de ressources. Donc, bon. Mais là, l'enjeu à terme, c'est de savoir si on change de technologie et on passe à la technologie dite des neutrons rapides, auquel Claude faisait allusion tout à l'heure, et qui est, dans ce cas-là, d'utiliser l'ensemble du minerai, qui est constitué à 99,3% d'uranium 238. Pour le moment, le 238, on ne s'en sert pas, ou indirectement, mais parce que c'est à partir de lui qu'il y a le plutonium qui est fabriqué. Mais si on passe à cette technologie dite de la 4e génération, ce qui n'est pas possible à faire à l'heure actuelle, pour des raisons techniques, mais qui à terme peut être envisagé, alors on multiplie les ressources par le rapport de 99,3 à 0,7, c'est-à-dire 140, et donc on en a pour des milliers d'années. Donc on a le temps de voir venir. Mais ça suppose de changer de technologie. Il y a des projets, il y a ce qu'on appelle le truc international. Oui, en France, il y a Astrid, mais il y a le Gen 4. Gen 4, mais oui, mais le non, hein? Non, pas ITER, non, Génération 4, le Forum, voilà, le Forum Génération 4, qui est un ensemble de pays qui étudie cette question-là. Il y a des réacteurs qui existent déjà en rapide, qui sont en train d'être construits en Inde, c'est les Russes qui les construisent. Il y a mais c'est une nouvelle technologie, et l'enjeu, donc, par rapport à cette question, c'est ça, c'est de passer des neutrons lents aux neutrons rapides. D'accord, je note bien votre réponse. Et après, il y a éventuellement la fusion, mais ça c'est... À la fin du siècle, hein, peut-être. Bon, peut-être. Alors, dernière question qui va peut-être nous servir de conclusion, à mon avis, elle est très précise. Pouvez-vous nous donner votre vision de la politique française à mener? Quelle source d'énergie et pour quels besoins? Merci. Alors, on va faire un petit tour de table rapide. 1 minute chacun. C'est quoi l'avenir de l'énergie en France? C'est quoi la transition? Nous, tout est mis dans mégatep. Donc, économie d'énergie de façon significative quand même, donc de l'ordre de 25 à 30% par habitant, donc c'est un gros effort. À quel horizon? 2050, on va dire. Il faut répartir quand même, c'est pratiquement quand même les logements, ces investissements, on peut dire un peu en dessous de 10 milliards par an. Enfin, il y a deux choses finalement. Il y a les investissements économie d'énergie et ensuite investissement dans quoi pour produire. Oui. Bon, voilà, donc c'est quand même... donc, c'est quelques milliards par an. Alors, ça peut être entre 7 milliards par an si on fait vraiment, disons, c'est négatep. Si on va vers négawatts, c'est carrément 20 milliards par an pour faire arriver à ces logements, finalement, disons, à très faible consommation, presque passif, à la limite passif. Même ça n'a aucun sens, le logement passif, parce qu'en fait, aucun logement passif a toujours besoin, à un moment donné de l'année, d'énergie. Donc, voilà quand même les ordres de grandeur. Donc, économie d'énergie. D'accord. Ensuite, ces passages vers l'électricité, surtout pour le logement, mais c'est essentiellement les pompes à chaleur. Oui. Donc ça, c'est sur une longue période aussi, c'est sur 20 à 30 ans. Voilà. Obligatoirement dans le neuf et progressivement dans l'ancien, au fur et à mesure de la rénovation de l'ancien. Donc ça fait partie quand même des 7 milliards dont je parlais, enfin les pompes à chaleur. Et ensuite, les transports, la voiture électrique et hybride rechargeable, surtout hybride rechargeable. Électrique sans carbone, quoi, évidemment. Oui, électrique bien sûr, et donc sans carbone, et donc ce qui dit sans carbone veut dire bien sûr le nucléaire. Ou le renouvelable. Voilà. Ou le renouvelable, mais les limites, le renouvelable a ses limites. De l'intermittence, alors je sais que les gens de Négawatt ne veulent pas qu'on parle d'intermittence, il paraît que ce n'est pas intermittent, donc ils parlent de fluctuant. Donc quand ça varie de 100% à 5%, il y a quelques jours, quand il faisait si froid, on était en effet à 5% de la production de l'éolien. Donc c'est du fluctuant entre 5 et 100%. Alors, voilà, donc le nucléaire. Okay. Donc votre idée du mix, en fait, à venir, c'est quoi? Alors je crois que c'est très important, s'agissant de la France, c'est très important de bien se mettre dans la tête que renouvelable, ça n'est pas identique à renouvelable électrique. Il y a la piste chaleur renouvelable qui est extrêmement importante,
qui est sous-développé. Il y a beaucoup de possibilités, à la fois en couplant l'isolation avec le développement d'une filière bois. Alors, c'est pas très sexy, c'est moins sexy que le photovoltaïque, mais il y a une piste qui est très importante dans la filière bois, qui en France est très sous-développée, et on pour des raisons de propriété des forêts. Et on est la première forêt d'Europe. Hein, oui, alors que la structure de la propriété des forêts fait que c'est complètement morcelé, et que donc il y a peut-être 10% de la forêt qui est mise en valeur, mais on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Petite parenthèse, selon l'ADEME, c'est bien la biomasse qui va être l'énergie renouvelable qui va le plus progresser dans les années qui viennent. Il faut remettre ça. Oui, donc il faut cesser de se polariser uniquement sur l'éolien et le photovoltaïque. La biomasse, c'est quelque chose qui est très important, et puis des sources de ce genre-là. Donc et voilà. Puis, alors, juste à propos du nucléaire, il faut quand même... Bon, les dangers sont absolument réels. En France, il se trouve qu'on a une... Alors, c'est les autorités de sûreté. Ça, c'est absolument essentiel, d'avoir des autorités de sûreté qui aient un statut indépendant et qui puissent s'exprimer indépendamment du pouvoir politique. C'est pas si récent que ça en France, ça date du milieu des années 2000. Et si on regardait à l'étranger, c'est probablement moins bien que ce qui se passe ici. Donc il faut absolument, c'est la condition sine qua non. Sinon, il faut avoir des autorités de sûreté qui soient indépendantes, qui s'expriment et qui, quand elles disent non, cette centrale, pour telle et telle raison, ne doit pas fonctionner à moins de faire ce genre de travaux, eh bien, il faut que ça ait force de loi et que, voilà. Très bien. Autre question qui concerne la gouvernance, j'espère qu'on y reviendra. Vous voulez ajouter un mot sur ce point, et puis une dernière petite question pour finir. Oui, je crois qu'il faut bien avoir en tête le schéma qu'a commencé à dessiner Claude. Réduire les consommations, en particulier les consommations d'énergie fossile. Oui. Donc, bien sûr, s'attaquer au niveau du logement. Il y a encore aujourd'hui moitié de notre parc de logement qui est chauffé au fioul. Il faut encore avoir ça en tête. Donc, il faut s'attaquer à ça, il faut réduire progressivement ces consommations au fur et à mesure des capacités financières qu'on peut mobiliser. Il faut réduire les consommations de combustibles fossiles pour le transport, mais en même temps qu'on les réduit, en fixant des réglementations de plus en plus draconiennes, il faut passer des combustibles fossiles, donc du pétrole et de l'essence, à d'autres combustibles, par exemple l'électricité, les véhicules électriques, mais avec de l'électricité de plus en plus décarbonée, bien sûr. Sinon, on fait fausse route. Mais quand même, une voiture électrique, un chiffre simple en tête. Il faut savoir qu'un moteur thermique, le bon vieux moteur à essence, il n'a un rendement que de l'ordre de 25 à 30%. Hein, et puis, si on retire toutes les consommations annexes, l'alternateur, etc., le chauffage, la clim, en gros, vous ne mettez que 20 à 25% de l'énergie dans la traction, dans la mobilité. Une voiture électrique, c'est 3 fois plus. Donc le rendement d'une voiture électrique est 3 fois meilleur. Donc passer au véhicule électrique, c'est déjà un résultat en termes d'efficacité énergétique qui est considérable. Voilà. Autrement dit, pour résumer, tirer profit du mix énergétique français qui est relativement moins émetteur de CO2, on l'a bien compris. Voilà, plutôt que d'essayer de se tirer dans les pattes. Quoi. Voilà, alors 2 petites remarques pour conclure. Je ne sais pas qui m'envoie. Le choix allemand, nous dirons dans 10 ans qu'ils ont vraiment bien fait, une fois de plus. Bah, on verra dans 10 ans, rendez-vous dans 10 ans, comme on dit. Et puis, combien ça coûterait le kilowattheure si on utilisait le gaz de schiste? Mais je ne vais pas vous poser cette question parce qu'on a déjà dépassé l'heure et c'est un petit peu plus compliqué par rapport à la question. Voilà, merci à tous les trois et puis merci à tous pour votre participation. On a eu des dizaines de messages, j'espère avoir fait la synthèse de vos remarques dans tous les domaines. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Jean-Louis. Et je vais me permettre de vous rappeler que vous pourrez disposer d'un enregistrement de ce webinaire. Donc je sais qu'il y a eu des tout petits problèmes de son au début de la retransmission, donc ils seront corrigés sur la rediffusion. Donc vous pourrez trouver l'enregistrement du webinaire sur le site des techniques de l'ingénieur dans une dizaine de jours. Et je vous invite également à aller consulter les formations techniques de l'ingénieur relatives à cette thématique. Donc on en a 3. Mettre en œuvre la performance énergétique qui se déroulera du 13 au 15 février 2013 à Paris. Formation ingénieur énergie du 25 au 27 février à Paris également. Et formation audit énergétique le 11 et 12 février à Paris. Voilà, merci Jean-Louis, merci à tous les participants à ce webinaire et à bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.